Bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. 1 heure de débat sur l'actualité chaude du continent. Aujourd'hui, 3e volet de notre semaine sur l'engagement politique du Cameroun en faveur de ces jeunes. Et il sera question d'agriculture dans ce 3e chapitre avec un gros plan sur les différents programmes mis en place par le gouvernement camerounais pour encourager l'entrepreneuriat agricole. Également au programme de cette émission, la rencontre à Bata ce lundi 22 février entre le président Teodoro Obiangema Basogo et son homologue nouvellement élu, le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. Et puis, alors que les résultats du vote de la présidentielle du Niger arrivent encore au compte-gouttes, eh bien la COPA 2016, coalition d'opposition, conteste d'ores et déjà les premiers résultats publiés par la CENI et agite le spectre de la fraude électorale. Et pour débattre de ces thèmes, nous recevons sur ce plateau nos éditorialistes. Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir Jean-Marie. Et Malik Hacher. Bonsoir Malik. Bonsoir Anne-Marie et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'actualité du jour. La Guinée équatoriale et la Centrafrique engagées dans le renforcement de leur coopération. Le nouveau président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est rendu à Bata ce lundi pour des entretiens avec son homologue équato-guinéen. Les précisions de cette rencontre avec Léopoldo Eneme Mbasoué. À peine élu président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra s'est rendu en Guinée équatoriale. Reçu par son homologue Teodoro Obiangema Basogo, les deux hommes ont échangé sur la coopération entre les deux pays, mais également les défis qui attendent le nouveau chef de l'État centrafricain. Un entretien qui avait des allures de partage d'expérience. Le président nous a prodigué beaucoup de conseils. Et comme vous le savez, que la République centrafricaine est encore un pays en crise et la communauté internationale a beaucoup déployé, y compris la Guinée et les pays de la CEAC, CEMAC. Et je pense que beaucoup de ces questions ont été examinées par nos chefs d'État et je pense que pour nous ça a été une occasion de pouvoir échanger avec le président sur ces grandes questions. L'élection de l'ancien Premier ministre centrafricain comme président de la République tourne la page de la transition et suscite beaucoup d'espoir pour le pays. Je pense que l'expérience centrafricaine devrait servir de mauvais exemple pour les pays africains, car cela ralentit le développement d'un pays. La Centrafrique a été l'un des meilleurs pays du continent africain, mais aujourd'hui, l'instabilité qu'elle subit a réduit ses possibilités de développement. Je crois que les pays africains ne devraient pas se trouver dans ces conditions après plus de 50 ans d'indépendance. Faustin Archange Touadéra, 59 ans, et ancien Premier ministre de l'ancien président François Bozizé, a la lourde tâche d'engager une réelle réconciliation avant d'entamer la reconstruction économique du pays. Jean-Marie, nous venons de le voir, le président centrafricain est allé, si je puis dire, chercher conseil auprès de son homologue de la Guinée équatoriale. Est-ce que la Centrafrique a des leçons à tirer de la Guinée équatoriale en matière économique ? Tout à fait, puisque l'environnement économique centrafricain, un environnement économique qui est catastrophique pour l'instant. Donc, le nouveau président élu, il est important, c'est-à-dire de consulter ses homologues, déjà, ne serait-ce que pour aller prendre le pouls, essayer de faire aussi des échanges d'expérience avant la prise de fonction, si vous voulez, officielle. Donc, ces échanges-là permettent de mettre en place une coopération, parce que là, nous nous retrouvons dans une union régionale qui se trouve être, comment dirais-je, la CEMAC. Donc, allez voir individuellement, ce serait moi ce que je recommanderais, si vous voulez, au nouveau président élu, d'aller voir individuellement, si vous voulez, ses collègues de la zone, essayer de discuter avec eux et de voir comment faire pour mettre en place des stratégies de stabilisation de la Centrafrique, que ce soit au niveau politique et évidemment aller demander de l'aide, si vous voulez, au niveau économique. Ça peut être des conseillers, si vous voulez, des pays, que les pays s'échangent et ça contribuerait, de mon point de vue, à renforcer, c'est-à-dire le pouvoir du nouveau président élu et ensuite de pouvoir mettre en place une plateforme sur laquelle le président pourrait s'appuyer avec ses homologues de la zone. Donc ça me semble être une très très bonne stratégie politique au départ, en se disant très très bien que le travail qu'il y a à faire en Centrafrique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, est énorme. Donc je pense que il s'agit vraiment de tout recommencer finalement. Il s'agit de tout reconstruire, si vous voulez, en République centrafricaine. Donc l'attitude
c'est-à-dire première, du nouveau président élu, me semble être une attitude assez encourageante pour tout ce qui est les stratégies économiques, politiques, sociales qu'il a à mettre en place, de pouvoir s'aider de l'expérience de ses voisins et que ses voisins lui prêtent main forte pour qu'il puisse, comment dirais-je, j'espère bien que cette fois-ci sera la bonne pour la République centrafricaine, que le pays soit stabilisé une seule fois pour toutes et qu'on éradique les différentes milices qui y a à l'intérieur pour que la population centrafricaine puisse se retrouver dans un environnement sécuritaire garanti à long terme. Malik, est-ce qu'il s'agit finalement de redonner confiance en la politique centrafricaine, peut-être revamper l'image des dirigeants centrafricains ? Oui, exactement. Et Jean-Marie vient de souligner que tout était à reconstruire. Et effectivement, tout est à reconstruire. Et il faut établir un véritable état de droit. Il faut redémarrer l'économie. Et donc, effectivement, ce voyage du président en Guinée équatoriale, en tout cas, est, à mon avis, un signal fort. Pourquoi ? Parce que nous avons là deux pays qui appartiennent à la même communauté économique. Et Dieu sait que la Centrafrique a besoin de relancer son économie. Et elle a besoin, plus que jamais, de ses partenaires économiques-là et aussi la Guinée équatoriale en l'occurrence. Donc une visite qui est la bienvenue. On est dans un espace commun qui quand même mérite d'être redynamisé. Et donc peut-être que cette nouvelle visite relancera encore davantage un processus politique qui manque vraiment dans cette zone de la CEMAC qui mérite d'être revitalisée parce qu'il y a des potentialités extraordinaires dans cette zone. Jean-Marie, quels sont les grands défis, en tout cas, qui attendent le président, donc le nouveau président centrafricain? Quelles doivent être ses priorités en matière économique? En matière économique, les défis sont énormes, Anne-Marie, de mon point de vue. C'est-à-dire, en matière économique, Malik vient de le dire, il faut déjà relancer la machine économique centrafricaine pour qu'elle puisse... Donc, il faut poser des bases. On commence par quel secteur? On commence par le secteur agricole, tout simplement, parce que vous avez un pays qui est complètement dépendant de l'extérieur, vous avez des populations qui meurent de faim. Donc, à partir de là, de mon point de vue, au niveau économique, la priorité, c'est de relancer le secteur agricole centrafricain, de manière en sorte que le pays puisse desserrer l'étreinte extérieure vis-à-vis de sa dépendance dans le secteur alimentaire. Et dans un second temps, c'est vrai que les deux vont ensemble. Dynamiser, si vous voulez, la stabilité politique, c'est-à-dire la rendre vraiment effective sur le terrain, comme je disais tout à l'heure, et dans un second temps, essayer d'assainir l'environnement économique pour attirer les investisseurs étrangers qui permettront à l'économie de pouvoir démarrer assez rapidement. Donc, de mon point de vue, ce sont ces priorités-là. Déjà, essayer d'assurer la stabilité du territoire au niveau politique, relancer le secteur agricole pour que la République centrafricaine puisse nourrir de manière relativement convenable ces populations. Et surtout, il y a un autre volet, c'est faire revenir, si vous voulez, les réfugiés. Et ça va demander un temps énorme, tout simplement. Pourquoi? Parce que les moyens logistiques ne sont pas disponibles. Donc, à partir de là, j'estime que le nouveau président qui a été élu, il a vraiment des défis qui sont énormes. Et vu d'où part le pays, ça demande, si vous voulez, une coopération économique, une coopération politique, une coopération sociale de tous les chefs d'État de l'Afrique centrale pour pouvoir aider la République centrafricaine de sortir une seule fois pour toutes, si vous voulez, de ce bourbier-là qui dure pratiquement plus de 3 décennies aujourd'hui. Malik, quel bilan peut-on faire de cette transition centrafricaine qui a perduré, si je puis dire? Elle a duré plus longtemps que prévu. Oui, plus longtemps que prévu parce qu'on a eu un désordre sécuritaire. Et logiquement, il était difficile d'achever rapidement cette transition. Malheureusement, la Centrafrique a connu les exactions qu'on connaît. Et donc, il est très important, Jean-Marie parlait du volet sécuritaire. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement dans un pays sans sécurité. Donc la priorité, c'est bien sûr le désarmement de toutes ces milices? Bien évidemment. Et justement, essayer d'éliminer ceux qui soutiennent ces milices à l'extérieur. Parce qu'on sait très bien, malheureusement, qu'il y a des soutiens extérieurs. Il y a eu des initiatives des pays de la région quand même, il faut le souligner, pour pacifier les choses en Centrafrique. Mais le chemin est encore long. Donc la sécurité... On parlait du développement économique. Bien évidemment, c'est une priorité. Mais il y a tellement de priorités. La sécurité en est une parmi d'autres. Mais la sécurité, elle est nécessaire pour permettre au pays d'avoir un nouvel élan économique. Parce que si vous n'avez pas de sécurité,
on ne pourra jamais relancer la machine économique. Et il y a ces questions qui sont encore sensibles, le retour des réfugiés, effectivement, la nécessité de pacifier des régions qui ne sont pas totalement contrôlées par les forces armées. Il y a beaucoup de forces armées en Centrafrique, mais leur efficacité est à remettre en question. Je parle notamment de la force onusienne qui, à un moment donné, pensait que la situation a été rétablie, puis s'est rétractée en justement faisant partir des soldats alors qu'il fallait qu'ils restent. C'était nécessaire. Donc là, les défis sont encore majeurs. Donc on peut imaginer en tout cas que ce n'est pas le dernier voyage du président Touadéra vers ses homologues. Il va demander sûrement un soutien pour sécuriser ses frontières. Place à présent au deuxième volet de cette première partie. Et l'actualité de ce mercredi 24 février 2016, c'est la coalition pour l'alternance COPA 2016 au Niger, qui conteste déjà les résultats partiels de la présidentielle qui ont été annoncés ce lundi par la CENI. Alors, nous avons malheureusement un problème technique. Vous ne pourrez pas visionner à présent ce sujet, mais vous le retrouverez dans le best-of de l'ANR ce week-end, également en ligne sur notre site d'Africa 24. Donc, place au débat à présent. Alors, Jean-Marie, à peine annoncé, ses premiers résultats sont déjà sèment déjà le doute au sein de la COPA 2016. Est-ce que cette coalition a des raisons de s'inquiéter? Je ne pense pas que la coalition ait des raisons de s'inquiéter à ce moment aussi. Laissons d'abord le dépouillement total se dérouler. Faisons la comptabilisation, c'est-à-dire du corps électoral tel qu'il a été inscrit à la base. Essayons de faire des comparaisons, de voir, c'est-à-dire le nombre de votants qui sont, qui ont été inscrits et ceux qui ont voté effectivement. Si maintenant vous avez des fraudes par-ci, par-là, je ne pense pas que... C'est-à-dire, j'ai l'impression que l'opposition veut mettre la pression sur le pouvoir sans avoir des résultats qui soient concrets et réels. Je veux bien, l'opposition, son rôle, sa fonction... C'est son droit de contester, mais je veux bien, il faut bien que cette contestation-là suive des règles qui font en sorte qu'on ne déstabilise pas le pays aussi. C'est-à-dire, l'opposition a une responsabilité aussi vis-à-vis de la stabilité d'un État, quelle qu'elle soit, n'importe où dans le monde. Donc, le fait de commencer par contester les résultats sans que vous ayez le décompte définitif me semble être une démarche qui est assez dangereuse dans la mesure où elle risque de plonger le pays dans un chaos. À savoir que si l'opposition, c'est-à-dire dans sa position actuelle, se dit que nous n'acceptons pas les résultats, qu'est-ce qui va se passer? Le camp d'en face va vouloir les imposer par la force. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que justement cette coalition dit que des actions seront prises par ses militants, du moins elle invite ses militants à prendre des actions, mais on n'annonce pas encore quelles seront-elles. Vous pensez que ça va vraiment porter un préjudice sur le processus électoral? Moi, j'ai peur, je ne le souhaite pas, Anne-Marie. J'ai peur que la société nigériane soit plongée dans une espèce de violence suite à ces élections-là. Donc moi, de mon point de vue, il est intéressant qu'on attende, si vous voulez, le dépouillement complet et total des résultats. Maintenant, il y a des structures juridiques, il y a des institutions nigérianes qui sont capables de pouvoir juger les éventuelles réclamations qu'il y aurait par la suite, mais pas préalablement avant que le résultat des élections ne soit publié, que l'opposition se mette déjà dans une position qui me semble être une position quelque part, excusez-moi, irresponsable. Mais l'opposition parle notamment du bureau de vote fictif, donc j'imagine qu'elle doit avoir des preuves pour de telles accusations. S'ils ont ces preuves-là, c'est ce que je viens de dire là tout de suite, à savoir, Anne-Marie, vous avez des tribunaux au Niger qui sont capables de pouvoir juger de ces contentieux électoraux-là, éventuellement annuler l'élection et la recommencer. Si on s'aperçoit qu'il y a des bureaux fictifs qui ont eu effectivement une influence sur le résultat final, la seule solution, c'est, si vous voulez, d'annuler l'élection. Si la CENI est vraiment, si vous voulez, une institution indépendante, une institution claire et transparente, si elle s'aperçoit, si vous voulez, qu'il y a eu des bureaux fictifs dans lesquels les électeurs ont eu un poids sur le résultat final, il est tout à fait, si vous voulez, légitime par rapport à cet organisme-là qui est mis en place dans la plupart de nos pays africains pour servir d'équilibre, si vous voulez, pour les résultats des élections.
la CENI est tout à fait dans son droit de pouvoir annuler cette élection-là et la faire recommencer. Malik, c'est quand même une élection, en tout cas, déjà c'est un scrutin sur 2 jours, c'est un scrutin assez particulier. Il y a un candidat à la présidentielle qui est incarcéré. Il y a 2 nouveautés qui ont été incluses, à savoir le vote par témoignage, le vote de la diaspora, c'est tout nouveau. Est-ce que finalement, tout cela n'a pas contribué à des dysfonctionnements ? Très difficile pour un pays comme le Niger d'organiser des élections, effectivement, ce n'est pas évident. Mais je pense que, vous parlez de la diaspora, c'est une bonne chose. Je pense que même un citoyen nigérien, où qu'il soit, peut voter pour son pays, que ce soit son pays ou son pays d'origine. Donc ça, c'est une disposition qui est normale. Et vous savez, on a toujours cette récurrence des problèmes d'organisation. Et là, c'est une défaillance de nos États africains, qui souvent ne prennent pas le problème à bras-le-corps à l'amont. Ce n'est pas 3, 4 mois, 1 an ou quelques mois seulement qu'on prend les décisions avant une élection. Lors qu'on voit qu'on a des problèmes justement d'infrastructure, d'organisation des élections, on s'y prend bien à l'avance. Même s'il y a quand même eu des financements internationaux pour le Niger pour justement avoir une élection qui se passe plutôt normalement. Donc sur le plan des infrastructures, enfin des dispositions qui ont été mises pour permettre aux Nigériens de voter, je ne pense pas qu'il y a forcément des problèmes majeurs pour cette élection. Néanmoins, vous venez de citer, il y a eu des dysfonctionnements. Alors l'arrestation de Hama Amadou qui est regrettable, mais là, nous sommes dans une affaire qui est très sensible, qui appartient à la justice. Donc difficile d'avoir un jugement là-dessus tant qu'il n'y a pas justement un procès. Donc nous verrons. C'est à la justice aussi de faire son travail. Mais effectivement, son arrestation est venue à un moment assez inopportun. Néanmoins, je partage l'avis de Jean-Marie, difficile pour une opposition, je dirais étrange, pardon, pour une opposition de contester des résultats qui ne sont pas complètement connus. En tout cas, l'avantage pour l'opposition nigérienne, c'est qu'elle est unie, contrairement à dans plusieurs pays d'Afrique. Elle est unie, je suis d'accord, mais le problème, c'est la pluralité des personnes. Et vous savez que les batailles entre personnes ne sont jamais loin quand on essaie d'être le leader de l'opposition. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques divisions prochainement. Merci beaucoup. Il est à présent temps de marquer une courte pause. Retrouvez l'Africa Newsroom tout de suite après ceci.